Bon, la vidéo sort enfin, avec un peu de retard comme d'hab, mais ça sort. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Et dans cette nouvelle vidéo, qui est en fait la deuxième partie de mes lectures manga de juin, je vais continuer de vous parler des différentes œuvres que j'ai lues au mois de juin. Et ce numéro vous réserve pas mal de belles choses. En termes de review, il y aura beaucoup de grosses licences, mais on en parle après le générique. Avant d'aller plus loin, si c'est pas encore fait, je vous invite à lâcher les pouces bleus. Ça aidera vraiment mon travail à être mis en avant sur YouTube, donc merci à vous. Et si c'est pas encore fait, je vous invite également à vous abonner à la chaîne. Ici, on parle d'actualité manga et de lecture manga. Et sinon, accessoirement, ça peut être utile. Je vous rappelle qu'il y a un timecode en commentaire épinglé et dans la description, histoire que vous puissiez aller directement à la review qui vous intéresse le plus. Et je rappelle bien évidemment que les reviews sont avec spoilers. Des spoilers modérés certes, mais des spoilers quand même. Parce que si je veux que mes analyses soient un minimum intéressantes, il faut quand même que je creuse et pas que je reste tout le temps en surface. Donc vous êtes prévenus et sur ce, place aux reviews. Et on va commencer avec le manga et le tome qu'on m'a le plus demandé, Demon Slayer tome 8. Et perso, je pense prendre aucun risque en disant que c'est un tome charnière pour le restant de la série. Et ce nouveau tome s'ouvre en fait sur l'issue de l'affrontement entre les pourfendeurs de démons, donc Tanjiro, Inosuke, Zenitsu et Rengoku, face au personnage de Enmu, la lune inférieure numéro 11. Et c'est là que dès le début du tome, t'as l'impression que l'arc va se conclure sur un happy end. Ok, Tanjiro est tout défoncé, il a morflé, mais tout le monde est en vie, tout le monde s'en est bien sorti, et Enma a été vaincu. Et au final, pas du tout. Parce que c'est sans compter sur le génie de Koyaru Kotoge, donc l'autrice du manga, qui nous montre encore une fois que bien que son manga est classique, elle maîtrise parfaitement son scénario. Et par la même occasion, elle est totalement maître de son récit. Parce que dans ce tome, Akaza, la lune supérieure numéro 3, va débarquer totalement au hasard sur le champ de bataille. C'était absolument pas prévu. Et c'est là que le drame commence. Donc ce nouveau tome de Demon Slayer, c'était un tome absolument riche en émotions, en rebondissements. Il y avait des trucs qu'on pouvait absolument pas prévoir qui sont arrivés dans ce tome. Et je pense que pour le coup, à l'issue de ce tome, on peut vraiment en fait dresser le personnage de Rengoku au panthéon des meilleurs personnages de Demon Slayer. Parce qu'encore une fois, c'est un personnage hyper intéressant, hyper charismatique, qui a du background, avec un chara design que je trouve de folie. En plus de ça, c'est le pilier de la flamme, donc en fait un élément assez symbolique et je trouve assez badass. Et le fait que dans ce 8e tome, on explore encore une fois son passé, que ça soit un petit peu en début de tome rapidement ou en fin de tome, ça permet de donner beaucoup plus d'épaisseur au personnage. Dans ce nouveau tome, ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est que la relation en fait Tanjiro-Rengoku, donc qui est une relation un petit peu maître-élève, donc maître et disciple, atteint vraiment son paroxysme. Et bien que cette relation a été assez rapide au vu de l'arc, je trouve que ça fait largement le café. On a vraiment cette sensation que voilà, Tanjiro, c'est un petit peu l'héritier de Rengoku. Ce 8e tome de Demon Slayer, c'est un tome porté par l'émotion, par le drame, par plusieurs enjeux assez dramatiques. Mais ce que j'ai vraiment plus aimé, c'est la tension constante en fait qu'on a entre la première page du manga et la dernière. Bien que sur la fin du tome, ça soit beaucoup plus calme et dans un autre registre. Ce qui est intéressant également avec ce 8e tome, c'est que c'est un tome centré sur l'humain, mais l'humain avec un grand H. Donc c'est-à-dire un tome vraiment centré sur l'humain, sur la vie, sur le sens de la vie. Qu'est-ce qui différencie vraiment le démon de l'humain, mais également la mort, ça traite de la thématique de la mort, l'acceptation de la mort. Et moi je sais que personnellement c'est un point qui me parle beaucoup. Parce que comme évoqué dans ce tome, vieillir, mourir, ça fait partie intégrante de la vie. C'est un tome également que j'appellerais d'exposition parce qu'il nous sert à exposer en fait la force des piliers. Avant ce tome, les piliers on les avait jamais vus en action et c'est maintenant chose faite. Et donc maintenant le lecteur il a vraiment un aperçu en fait de leur puissance, de leur pouvoir et de leur capacité. Et par la même occasion, du fossé qui est entre les personnages de Tanjiro, Nezuko, Zenitsu et Inosuke et les autres piliers. C'est un tome également qui amorce plusieurs révélations. La première, c'est autour de la danse du dieu du feu, autour du souffle du soleil. Et à la fin du tome, on amorce donc un tout nouvel arc qui mettra en avant un nouveau pilier. Donc vous l'avez compris, j'ai encore une fois adoré ce nouveau tome. C'est un tome assez dramatique, c'est clair. Mais par contre, s'il devait apporter un petit peu un point négatif par rapport à ce tome et par rapport à l'œuvre, c'est que j'ai trouvé tout ce qui se passait justement dans ce tome trop rapide. Le combat est trop rapide, le dénouement est trop rapide et c'est dommage. Parce qu'en prenant son temps, l'autrice aurait pu nous donner un truc encore plus grandiose. Mais bon, au moins ça traîne pas en longueur. Maintenant, place au tome 94 de One Piece. Comme d'habitude avec un nouveau tome de One Piece, il y a vraiment beaucoup de trucs à dire, mais je vais essayer d'aller à l'essentiel. Donc premièrement, c'est un tome qui s'ouvre en fait sur les conséquences de la mort de Yasoi, qui a en quelque sorte sacrifié sa vie en fait pour la cause de Wano et pour sauver le futur de Wano. C'est un nouveau tome en fait également centré sur tout ce qui est préparation du plan en fait de l'assaut de Onigashima, donc à savoir l'île qui sert de repère à Kaido. Et c'est un tome également centré sur la révolution dans la prison, révolution menée par Luffy. Bien sûr, on parlait de la révolution qui est menée par Luffy et les autres. Luffy poursuit son entraînement. Un des autres éléments qui a surpris, je pense, pas mal de monde, c'est l'intervention de Big Mom, donc une Big Mom amnésique, qui est en fait un petit peu plus passée du côté des gentils pendant une bonne partie de ce tome. Et j'ai trouvé justement que la partie où
Big Mom est amnésique était assez fun. Et sur les moments où en fait elle combat Queen, c'était assez épique je trouve. Donc c'est ça qui est paradoxal avec One Piece, c'est qu'on peut se trouver avec des scènes fun et impressionnantes à la fois. Ce tome marque également un point important pour l'histoire, pour l'arc qui est en cours, donc l'arc de Wano. C'est la préparation et le début du rassemblement des Fourreaux Rouges, avec d'un côté Kinemon et Ashura, et de l'autre côté Raizo et Kowamatsu. Et ensuite, selon moi, les autres points majeurs de ce tome, c'est bien évidemment la rencontre du coup Big Mom et Kaido qu'on attendait tous, qui pour le coup on nous montre parfaitement que les empereurs sont des monstres, limite des divinités, et le ciel se fend littéralement d'eux à leur rencontre, et beaucoup d'autres choses se mettent en place petit à petit dans ce nouveau tome. En bref, un tome assez encore une fois complet, riche en action, qui met en place pas mal de choses, et j'ai hâte de voir la suite. Allez, maintenant on va parler du déjanté Chainsaw Man. Bon, d'habitude j'ai écrit quelques notes quand je lis un manga, mais là cette fois je serai totalement en roue libre. Bon, c'est vrai, bien que j'ai déjà lu les scans et donc que je connais en fait l'histoire de ce deuxième tome de Chainsaw Man, cette relecture était un énorme plaisir. Vous le savez, Chainsaw Man c'est un titre que je kiffe, c'est un titre que je trouve assez critique par rapport en fait à la société actuelle, par rapport au manga shonen on va dire qu'on retrouve habituellement et les codes qui sont un peu classiques et standards, et que c'est un manga qui se joue totalement de ces codes et qui prend vraiment à contre-pied toutes ces tendances. Et le tout bien sûr mené par des personnages absolument barrés, que ce soit Denji, que ce soit Power, Aki, Makima, enfin bref, ils sont tous fêlés. C'est un nouveau tome qui en fait prend le temps un petit peu de poser un petit peu les bases de son univers. On nous a introduit en fait celui qui sera sûrement l'antagoniste majeur de Chainsaw Man, c'est-à-dire le dieu des armes. D'ailleurs, si je me trompe pas, ils ont décidé en fait de l'appeler dans la version française officielle le démon flingue. Et je trouve que ce nom est assez épique et je trouve que ça colle limite mieux que le terme démon des armes ou dieu des armes. Je sais plus exactement comment il l'appelle en scantrad, parce que vraiment démon flingue ça colle parfaitement au titre. C'est un tome sur sa première partie qui prend le temps encore une fois de développer la relation Power qui est totalement barrée et Denji qui est encore une fois un parfait cassos et de vraiment créer une dynamique entre ces deux personnages. Et par la même occasion, ça permet également à ce bon vieux Denji de réaliser son rêve de toucher Denibar. Et d'ailleurs, par rapport à ce point-là, je suis vraiment hyper fan du fait que Denji du coup assouvit son besoin, son envie, mais au final, il est totalement indifférent et ça le travaille. Et là-dessus, t'as un questionnement assez intéressant qui est le suivant. Et d'ailleurs, dans la vie de tous les jours, c'est vrai qu'on peut faire exactement ce constat, c'est que quand on a un rêve, donc tu fantasmes de ce rêve, tu te dépasses en fait pour l'atteindre, mais quand tu l'atteins, tu te rends compte qu'au final, tu dis ouais, ok, pourquoi pas. Et qu'au final, t'es pas plus emballé que ça. Limite, des fois, t'es indifférent. Et c'est vrai qu'au quotidien, on a vraiment ce décalage entre ce qu'on fantasme, ce qu'on rêve, et quand on l'obtient, il y a toujours un fossé en termes de ressenti entre ces deux éléments et ces deux étapes. Et je trouvais que cette critique était plutôt bien amenée dans ce nouveau tome. C'est encore une fois un nouveau tome sanglant, riche en action. Et les planches de Tatsuki Fujimoto sont toujours autant incroyables. Dans les scènes du quotidien, c'est toujours parfaitement clair et lisible. Dès que ça passe en scène de combat, en scène d'horreur, ça gicle de partout, c'est totalement horrible. Un des trucs que je me suis rappelé également à la relecture de ce deuxième tome, c'est justement tout l'humour un peu fin que je trouve par rapport à tout ce qui se passe dans l'œuvre. Par exemple, dans ce tome, t'as typiquement un passage que j'adore, c'est par exemple quand Power s'imagine en fait qu'elle deviendrait ministre un jour et que en tant que ministre, le premier truc qu'elle ferait passer, ça serait la hausse de la TVA de 100%. C'est pas des trucs hyper tordants à proprement parler, mais j'aime vraiment ce style un petit peu d'humour un peu décalé et qui critique par la même occasion la société actuelle. S'il y avait un point négatif à soulever par rapport à ce deuxième tome, ça serait notamment sa dernière partie qui est un petit peu chiant, donc je sais que par la suite, ce sera un petit peu mieux, donc notamment dans le tome 3. Mais c'est vrai que bon, cette fin de tome est pas très intéressante, il y a beaucoup de blabla tout ça. Donc ce passage dans l'hôtel était pas super intéressant, mais heureusement, au prochain tome, ça repart. Bon, maintenant on va faire un truc, installez-vous confortablement parce que vous me l'avez beaucoup demandé, c'est vrai que j'en parle jamais sur la chaîne, mais cette fois on va parler de l'attaque des titans, Shingeki no Kyojin, et j'étais pas prêt. Je me suis fait littéralement mindfuck. Donc s'il vous plaît, si vous n'êtes pas à jour sur le manga et si vous n'avez pas lu ce 30e tome, dégagez vite de la vidéo, parce que franchement ça serait dommage de vous spoiler un élément qui vous retourne le cerveau encore une fois. Parce que oui, encore une fois, avec ce 30e tome, on s'est fait tous mindfuck par Hajime Isayama. C'est vrai que c'est dommage que je parle jamais de l'attaque des titans dans mes reviews, parce qu'encore une fois, on a affaire à un tome absolument grandiose, et particulièrement celui-ci. Parce qu'entre tension, drame, enjeu, grosse révélation, on a eu absolument tout, et pour le coup, c'était un tome assez complet. Alors la plus grosse partie du tome est une sorte de flashback entre guillemets, hein, je me comprends, si vous avez lu le tome, vous comprenez, mais on revisite des scènes du passé, des souvenirs. Mais contrairement à certains mangas où quand t'as des flashbacks, des fois tu t'ennuies un petit peu, tu tournes en rond, avec l'attaque des titans, tu sais toujours que flashback égale énorme révélation. Et donc l'élément qui nous a tous retournés, c'est qu'on apprend enfin je dis enfin, mais personne n'était prêt, que finalement Eren, depuis en fait l'arc de la révolution, mais en fait depuis cet arc, Eren sait en fait ce qui va se passer dans le passé, tout simplement parce qu'on apprend que le titan assaillant, donc le titan que possède Eren, a le pouvoir de communiquer dans le futur vers le passé. Je sais pas si vous me suivez parce que à expliquer c'est une catastrophe. Et donc par exemple quand on pensait qu'en fait Eren subissait un petit peu l'histoire, subissait un petit peu tout ce qui se passait, mais en tentant de se venger, et au final pas du tout, finalement depuis un bon nombre de tomes, on va dire depuis les tomes 14-15, Eren n'était pas du tout passif, non, le personnage de Eren était absolument
le mastermind du manga. C'est lui qui pilotait absolument tout et franchement c'est absolument incroyable de se dire qu'en fait le personnage avait tout prévu depuis un long moment et que c'est même lui qui a influencé en fait son propre père pour bouffer la famille royale. Donc je pourrais parler justement de cette scène et justement de ces révélations pendant des heures, mais je vais essayer de faire vite. Mais ce tome nous présente clairement que en fait Eren semble en fait être à la fois le héros du manga et à la fois l'ultime bad guy. Et franchement j'aime cette idée. J'aime bien d'habitude quand en fait les héros basculent en fait un petit peu du mauvais côté et là on est totalement dedans et c'est même peut-être un peu plus complexe que ça, donc la ligne est un petit peu plus floue suivant le point de vue en fait de l'île du paradis ou de Mar. En fait suivant tu te positionnes d'un côté ou d'un autre, en fait un camp est l'ennemi de l'autre et donc la frontière est vraiment floue et ce que fait moralement Eren est vraiment hyper discutable, mais suivant comment tu te positionnes, Eren est donc le héros du manga et à la fois l'ultime antagoniste. Et c'est justement pour cette complexité que tu retrouves rarement dans des mangas que je suis fan de ce que nous propose Hajime Isayama depuis des années. Et c'est d'ailleurs bête que je parle jamais assez de l'attaque des titans parce que c'est sûrement un des mangas préférés largement dans mon top 10. Parce que ce qui est le plus important pour moi, c'est clairement le scénario, la structure narrative d'un manga et c'est clairement le cœur de l'attaque des titans. Avec ce nouveau tome et ce 30e tome, Hajime Isayama nous montre encore une fois qu'il maîtrise à la perfection son récit et c'en est limite troublant en fait. Parce qu'avoir un tel niveau de maîtrise depuis si longtemps en fait et à chaque révélation redécouvrir à nouveau le manga, le redéfinir, franchement c'est juste un truc de dingue. Moi-même je sais même pas si j'en serais capable. C'est un tome également qui sent la fin vu de tout ce qui se passe et toutes les révélations. Et perso j'ai hâte de voir justement le final du manga parce que je pense que personne n'est prêt et personne sait à quoi s'attendre. Allez, sans perdre de temps, on va passer à mon chouchou Tokyo Revengers. Alors que dire mis à part que vous êtes absolument pas prêt si vous n'avez pas encore lu ce tome. Ce tout nouveau tome, donc ce 7e tome de Tokyo Revengers reprend justement à la fin du tome 6 qui marquait en fait le début de l'affrontement Toman versus Valhalla. Alors un des points que j'ai adoré dans ce tome, c'est notamment le lien entre Shifuyu et Takemichi qui se renforce et c'est un lien qui sera primordial quant à la suite de l'œuvre. Ce lien qui est en train d'être créé entre les deux personnages se resserre comme jamais à l'issue de la bataille et je trouve qu'en termes de combat, en termes de charisme, en termes d'interaction, les personnages forment un parfait tandem. Ce 7e tome de Tokyo Revengers c'est sûrement le tome qui contient le plus d'action depuis le début du manga et ce 8e tome c'est une vaste mêlée du début à la fin et franchement c'est grandiose. Ce qui est très fort avec Ken Wakui c'est qu'en termes de dessin, en termes d'intensité, tu ressens clairement toute l'intensité des combats, donc que ce soit chaque coup de poing, chaque coup de pied, chaque altercation entre différents personnages, tu ressens clairement l'intensité des coups. Mais également en parallèle de tout ça, tu ressens également le poids en fait justement de tout ce qui repose sur Takemichi et l'importance de cette bataille, ce qui fait qu'en fait il y a une tension permanente tout au long du tome. Et le tout bien sûr, bien que ça soit en fait une mêlée générale entre deux gangs rivales, tout le récit reste parfaitement lisible, clair et fluide, et franchement il n'y a absolument rien à dire là-dessus. C'est pas brouillon, c'est tout clair et on comprend vraiment tous les enjeux et toutes les scènes de combat. Ce nouveau tome marque également une évolution profonde pour le personnage de Takemichi, qui s'affirme un petit peu plus en tant que membre du Toman. D'ailleurs à l'issue de ce tome et l'issue de cette bataille, le personnage de Takemichi aura vraiment un rôle décisif, car c'est littéralement lui qui va galvaniser en fait le Toman, qui sera à un moment au pied du mur par la force de sa détermination. Et c'est d'ailleurs là tout le paradoxe justement autour du personnage de Takemichi. C'est un personnage qui, quand tu le vois se battre, en fait il fait limite de la peine, mais paradoxalement je trouve qu'il dégage une classe immense et un certain charisme. Ce qu'il y a d'intéressant dans ce nouveau volume, c'est également les autres affrontements. Donc premièrement Mikey versus Kazutora. Kazutora à qui on découvre d'ailleurs son passé en fait de façon plus approfondie, son passé difficile, ce qu'il a vécu, etc. Et certaines paroles du personnage de Kazutora ont carrément un sens assez lourd par rapport à la suite de l'œuvre. Et l'affrontement Draken versus Hanma est tout aussi badass. Et bien sûr, ce nouveau tome se conclut sur un cliffhanger de folie, le sacrifice de Baji. Bref, vous n'allez pas voir le temps passer et ce tome était juste monstrueux. Franchement, si c'est pas encore fait, lisez Tokyo Revengers. Allez, cette fois un petit peu de douceur, on va parler de Kantagaki me taquine et son 5e tome. C'est un tome encore une fois où tu te dis à la lecture que t'as pas grand chose à raconter, pas grand chose à spoiler, mais qui reste pour autant un énorme plaisir à lire à chaque fois. Parce qu'à chaque tome, c'est vraiment un véritable plaisir à chaque fois de découvrir les aventures entre Tagaki et Nishikata. Et je trouve qu'à chaque nouveau tome, t'as toujours un vent de fraîcheur qui souffle sur chaque tome. C'est un manga qui n'a pas vraiment de trame principale. On suit juste la vie quotidienne de Nishikata et Tagaki au quotidien, avec parfois des petits chapitres qui se succèdent, et puis des fois en fait des éléments d'intrigue amorcés dans quelques chapitres auparavant, qui reviennent dans certains chapitres. Et justement, en soi, suivre les aventures donc quotidiennes de ce duo qui est extrêmement attachant et drôle par la même occasion, ça fait toujours plaisir. Et pour une fois, j'étais absolument pas prêt parce que je vous avoue que c'était une grosse surprise. C'est tout simplement que dans ce nouveau tome, on voit la vie de Tagaki et indirectement de Nishikata dans le futur, donc c'est-à-dire une fois adulte. Et bien que ça tient en un chapitre en fait dès le début du tome, j'ai trouvé que c'était une vraie bouffée d'air frais et que ça apportait vraiment un petit peu de renouveau par rapport à l'œuvre. C'est vrai que quand Tagaki me taquine, c'est hyper frais, ça fait toujours plaisir à lire, mais c'est vrai qu'à partir d'un moment, il y a peut-être ce sentiment de lassitude qui pouvait venir. Et là, pour le coup, j'ai trouvé ça très fort de la part de l'auteur que en un seul chapitre, on arrive un petit peu à te redonner la hype par rapport à l'œuvre. Donc maintenant, tu sais clairement que Nishikata et Tagaki sont mariés, ils ont un enfant dans le futur, et bien que ça soit un petit peu logique, ça fait vraiment plaisir.
Un des autres éléments que j'ai adoré dans ce 5e tome, donc c'est pas tout au long du tome, mais en fait il y a l'auteur qui s'amuse un petit peu à nous mettre un peu plus en avant les pensées de Tagaki. D'habitude on a toujours affaire entre la relation entre Nishikata et Tagaki, mais on sait toujours tout ce qui se passe dans la tête de Nishikata, mais pas Tagaki. Et là, à quelques petits moments dans ce tome, l'auteur en fait nous montre un petit peu les pensées de Tagaki, nous montre ce qu'elle pense. Et il y a même un moment où en fait un petit peu elle est seule, et un petit peu isolée, elle parle toute seule. Donc en gros pour faire simple, elle pense à haute voix. Et ça aussi, bien que simple, j'ai trouvé que ça apportait beaucoup de nouveautés par rapport au manga, et ça fait partie des nouveaux éléments que j'ai vraiment adoré. Sinon pour le reste, ça reste toujours aussi classique par rapport à l'œuvre, mais encore une fois, ça fait toujours plaisir de suivre ce duo. Et maintenant qu'on sait que les deux finiront ensemble dans le futur, j'ai hâte de savoir comment. Et si vous avez toujours pas découvert ce petit bijou qui est disponible chez Nobinobi, je vous le recommande à 200%. On enchaîne maintenant avec le deuxième tome de Drifting Dragon, et j'essaie d'aller très vite parce que j'ai énormément de choses à dire, mais bon, faut pas que non plus que la review fasse 30 minutes. Alors déjà, le premier point, c'est que j'aime toujours autant, et ce deuxième tome me le confirme, tout l'aspect un petit peu voyage, découverte et fantaisie qui se dégage de l'œuvre. Dans le premier tome, j'avais trouvé absolument génial l'idée qu'en fait, on pouvait faire un parallèle entre les dragons dans Drifting Dragons et les créatures marines, et de justement donner aux dragons du titre un chara-design, un aspect proche des créatures marines. Parce qu'à partir de ça, tu pouvais vraiment faire un parallèle entre la chasse à la baleine, qui fut pratiquée pendant des années et des années dans le temps, à la chasse aux dragons. Et ce nouveau tome confirme vraiment toutes mes bonnes impressions et tout mon bon ressenti que j'ai vu par rapport au premier tome. Un truc que j'ai bien aimé dans ce nouveau tome, c'est que l'équipage du Kinzaza croise en fait la route d'un équipage concurrent. Et partant de là, entre deux équipages de dragonniers concurrents, tu pouvais t'attendre justement à une sorte de bataille, une sorte de grosse altercation. Et au final, pas du tout, c'est traité de façon assez sympa, je trouve. Parce qu'on a rapidement entre ces deux équipages une petite altercation dans un bar, rien de bien méchant. Mais rapidement, justement, les personnages s'allient pour faire face justement aux dangers qui menacent la ville. Et pour arrêter donc le dragon géant. D'ailleurs, en parlant du dragon géant, on peut vraiment affirmer que le deuxième tome contient beaucoup plus d'action que le premier tome qui était déjà un petit peu plus posé, et ça permet un petit peu de dynamiser un peu plus le récit. Un des autres points que j'aime toujours autant avec Drifting Dragon, ce que j'avais bien aimé sur le premier tome et le deuxième tome me le confirme, c'est tout simplement justement la question morale que soulève la chasse au dragon quand tu lis le manga. Dans Drifting Dragon, la chasse au dragon est une chose normale, on va dire. C'est comme ça qu'ils mangent, c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. C'est comme ça que les habitants de ce monde mangent, et c'est comme ça d'ailleurs que justement l'équipage du Kinzaza gagne sa vie, gagne de l'argent. Donc ce sont des chasseurs de métier, mais l'auteur sait quand même par la même occasion nous montrer justement la souffrance des dragons, que ça soit directement ou indirectement. Et je pense que c'est fait exprès, mais à plusieurs reprises dans la lecture, tu t'interroges quand même en disant que c'est peut-être pas bien ce qu'ils font, bien que la chasse aux dragons, ça soit justement au cœur même du récit. Mais heureusement, toutes ces phases un petit peu de questionnement où on se dit que c'est un petit peu ambigu, c'est peut-être pas moralement bien ce qu'ils font, c'est souvent en fait désamorcé par le personnage de Mika, qui balaye souvent en fait ces petites situations un petit peu ambiguës en y apportant de la clarté et en justifiant justement le fait que ce qu'ils font c'est bien. En fait, le personnage de Mika est là pour donner du sens au récit, pour les trucs qui sont un petit peu douteux, et comme on voit que le personnage de Mika est un personnage profondément bon et qui respecte les dragons, du coup ça passe largement. Mais c'est vrai qu'avec Drifting Dragon, tu peux limite faire en fait un parallèle avec ce que nous on connaît en fait dans notre vie de tous les jours, donc c'est-à-dire par exemple les gens qui chassent pour le plaisir et les gens qui chassent pour se nourrir. Et là clairement en fait on retrouve ce débat transposé dans le manga, parce que les chasseurs de dragons ne chassent pas pour leur plaisir, mais les chassent pour se nourrir. Un des autres points que ce deuxième tome m'a confirmé, c'est qu'il y a toujours en fait un peu cette ambiance très poétique, je trouve, qui se dégage du manga, et ça c'est dû par rapport à son approche de l'histoire, par rapport au dragon, par rapport au style graphique de l'auteur, grâce au caractère des personnages, etc. Et pour le coup, je trouve vraiment que c'est une œuvre vraiment posée et portée sur la réflexion. Et franchement, chaque tome, la lecture est vraiment à chaque fois dépaysante. Et on va finir cette review avec One Punch Man. Et ça devient un petit peu un cas compliqué selon moi. Bon, j'aime pas vraiment enfoncer les mangas, surtout que quand moi je vous parle de manga, c'est toujours pour vous parler de ses points positifs. Mais là, franchement, je trouve que One Punch Man, ça tourne en rond. Ce 20e tome de One Punch Man m'a clairement fait décrocher le manga, et je pense que personnellement, je vais m'arrêter là, parce que je trouve que voilà, ça tourne en rond, le manga fait du sur place. Déjà, cet arc dure depuis beaucoup trop longtemps, et je trouve que c'est dommage. Jamais pour l'instant dans One Punch Man, on a vu des arcs aussi longs. Et bien qu'au début, il y avait vraiment des trucs sympas auxquels se raccrocher, donc notamment autour du personnage de Garo, qui je trouve était hyper complexe, il y avait des choses hyper intéressantes autour de ce personnage, toute une question de morale et toute une ligne assez floue, où tu vois que le gars il joue les méchants, il veut être un méchant mais si on n'est pas vraiment profondément. Et dans ce tome, bien que l'assaut final est en pleine préparation et que les héros passent enfin l'action, et je sais pas, ça m'a fait ni chaud ni froid. Alors ok, les dessins de Yusuke Murata sont toujours aussi stylés, c'est toujours aussi maîtrisé. Sincèrement, je suis toujours convaincu que c'est sûrement un des meilleurs mangaka de sa génération. En fait, ce qui fait défaut un petit peu au manga, c'est que j'ai l'impression qu'il se prend trop au sérieux, et c'est dommage parce que de base, en fait, ce qui fait un peu le sel de
One Punch Man, c'est que c'est un manga parodique. Et là, depuis quelques temps, le manga a de plus en plus tendance à se prendre au sérieux et c'est dommage. Et c'est vraiment dérangeant parce que le fait de plus croire vraiment au scénario, plus croire vraiment au personnage et à l'histoire, le tout couplé à un scénario qui fait vraiment du surplace, qui n'avance pas et qui est vraiment étiré au maximum, ce qui fait que tu décroches quoi. Donc encore une fois, il se passait des trucs cool, mais j'en avais rien à faire. Donc ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je vais arrêter le manga, je vais m'arrêter au tome 20. Peut-être que je reprendrai quand justement tout cet arc sera enfin terminé. Mais c'est dommage parce que One Punch Man, c'est vraiment une œuvre avec un fort potentiel de base. Et je trouve pour le coup que c'est gâché, mais bon, ça n'engage encore une fois que moi. Enfin bref, en tout cas, c'est tout pour cette nouvelle vidéo manga réaction. Et par la même occasion de ma vidéo lecture manga du mois de juin, deuxième partie. Bon, je vous ai fait patienter un petit peu, mais elle est enfin sortie. En tout cas, vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, quel est le tome que j'ai présenté qui vous a le plus plu, me donner votre ordre de préférence. Et n'hésitez pas à me donner des suggestions pour justement des prochaines reviews. Sinon, si vous aimez mon contenu, je ne peux que vous inviter à me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. Tous les liens sont en description et en dessous de la vidéo. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.